Violence intrafamiliale, comprendre, prévenir, agir. Avec nous pour en parler, voici Catherine Gavin. Bonjour. Vous êtes maire de Belbèze-Lauragais, vice-présidente du SICOVAL et présidente du CIDFF 31. Et c'est à ce titre qu'on va échanger avec vous aujourd'hui. Anna Jarry, bonjour. Vous êtes chargée de mission violence faite aux femmes au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne. Émilie Provençal, bonjour. Vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de la Haute-Garonne. Et enfin, adjudante Sandrine Vignon, bonjour là aussi. Vous êtes de la maison de protection des familles du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne. Merci à toutes les quatre d'avoir accepté notre invitation. On ne va pas réinventer la roue. On va faire un petit tour de table pour savoir d'où vous parlez, qui vous représentez. On commence avec vous, peut-être, Madame Gavin? Oui, bonjour. Donc, je suis là en tant que présidente du CIDFF 31 depuis 2 ans à peu près, un peu plus. Donc, je présente le CIDFF? Oui. Voilà, donc on n'a pas la chance forcément de connaître cette structure. Voilà, donc CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc c'est une association historique, on va dire, hein, puisqu'elle a été créée par l'État en 1972. À l'époque, c'était le Centre d'information pour les femmes. Alors, créé par l'État, financé par l'État, logé par l'État, rue de Varennes à Paris. On était vraiment un bras armé de l'État pour accompagner les femmes sur l'information juridique, l'information professionnelle et l'accompagnement à leur vie quotidienne. Donc la première présidente a été Françoise Giroud. Voilà, donc c'était vraiment un ministre à l'époque, hein, donc c'était vraiment très étatisé, entre guillemets. Mais une personnalité éminemment respectable aussi. Eh bien oui. Et donc ça a été la première ministre à s'occuper de ces sujets-là. Voilà, donc aujourd'hui, les CIDFF, nous sommes 98 associations départementales, coordonnées par 13 fédérations régionales. Et puis tout en haut, il y a la Fédération nationale des CIDFF, qui est agréée donc, par l'État. Donc ça représente 2300 permanences sur l'ensemble du territoire français. Voilà. On est dans tous les départements, dans le milieu rural, aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural, dans les quartiers politiques de la ville. On est présent un petit peu partout avec des accompagnements divers, globaux des personnes. Et adaptés en fonction de leur parcours. On va revenir sur vos missions dans quelques instants. Anna Jarry, du côté du conseil départemental, donc, chargée de mission, je rappelle, violence faite aux femmes. Oui, la lutte contre les violences faites aux femmes fait partie des compétences dont les collectivités territoriales peuvent se saisir depuis la loi de 2014 sur l'égalité réelle. Et donc le conseil départemental Haute-Garonne a une volonté forte en la matière et a créé en octobre 2021, avec la préfecture à nos côtés, l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. La transition est toute trouvée avec vous, Émilie Provençal, déléguée départementale aux droits des femmes et l'égalité auprès du préfet. Finalement, donc, là, on a une association historiquement importante. On a le conseil départemental. Là, on a l'État avec vous. Donc effectivement, le poste que j'occupe sous la responsabilité du préfet de la Haute-Garonne, c'est de pouvoir piloter et mettre en œuvre la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes, et tout particulièrement de la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque pour le deuxième quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause. Et le premier pilier, c'est bien la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, quand on dit grande cause, pardon, ça veut dire qu'il y a des budgets dédiés, un focus dédié, une attention particulière? Oui, et il y a eu effectivement des moyens ont été effectivement renforcés au niveau national et bien sûr au niveau territorial. Il y a eu un Grenelle sur les violences faites aux femmes qui a été également impulsé et qui vient de fêter ses 6 ans. Et on a pu voir au travers de toute cette mobilisation des mesures concrètes. Les lois ont pu évoluer, des dispositifs particuliers qui ont pu être mis en place. Et là encore, je rappelle qu'on pourra entrer davantage dans le détail dans la suite de la discussion. Adjudante Sandrine Vignon, la maison de protection des familles, qu'est-ce que c'est?
Bien justement, les maisons de protection des familles ont été créées en 2021 suite au Grenelle des violences faites aux femmes de 2019. Il en existe une par département. Nous sommes compétents sur toute la Haute-Garonne en zone gendarmerie. Nous concernant, nous sommes 6 personnels, 4 femmes et 2 hommes, tous volontaires, avec tous une expérience en brigade. Nos bureaux ils se trouvent dans le quartier du Vivier, sur la commune de Cugnot. Et en fait, il s'agit d'une unité d'appui aux brigades, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de plainte et qu'on n'intervient pas directement sur le terrain, mais on a d'autres missions. Donc on voit qu'il y a un maillage qui est intéressant. Alors, on va commencer avec vous, Anna. Finalement, il y a plusieurs points d'entrée quand on est victime de violences intrafamiliales, et en particulier de violences conjugales. À qui on peut s'adresser ? Concernant le conseil départemental, on peut aller voir une assistante sociale dans une des 30 MDS réparties sur l'ensemble du département, donc zone urbaine, périurbaine et rurale. Il y a en fait 90 points d'accueil des bénéficiaires tenus par le conseil départemental. Il y a aussi des maisons de proximité, il y a aussi la MDPH, la maison des adolescents, etc. Mais globalement, ce sont ce qu'on appelle les équipes de polyvalence, c'est-à-dire les assistants sociaux qui sont compétentes dans tous les domaines, l'accès au logement, le lien avec la CAF pour des soutiens aux familles, etc., vers qui on peut aller. Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est Émilie qui a évoqué, ou c'est vous, l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Alors c'est copiloté par la préfecture et par le conseil départemental. Quelle est son ambition? Là, je vais vous demander de répondre toutes les deux. Émilie d'abord. Donc cet observatoire, il a plusieurs objets. Le premier, c'est tout d'abord mieux répondre aux besoins des femmes victimes de violences pour les accompagner dans le parcours de sortie des violences, c'est de pouvoir créer du lien et du partenariat. Et donc aujourd'hui, nous représentons une partie de ce réseau fort qui existe au niveau de la Haute-Garonne. Permet aussi de sensibiliser pour acculturer les professionnels du territoire avec une attention toute particulière, avec une approche interprofessionnelle, puisque il y a effectivement des formations dédiées métiers, mais là, l'importance pour nous et la richesse, c'est d'avoir autour d'une même thématique plusieurs professionnels de plusieurs horizons, que l'on soit issu d'une institution ou d'une association, et de pouvoir partager cette culture commune, mieux se connaître, pour pouvoir ensuite mieux répondre. Alors une des structures, vous l'avez dit, c'est la maison de protection des familles. Comment ça se passe concrètement pour faire appel à vous? C'est quoi le parcours? Merci. Du coup, nous, on est en charge du suivi des violences intrafamiliales sur l'ensemble de la Haute-Garonne, donc je l'ai dit en zone gendarmerie. C'est-à-dire que lorsque nos camarades de brigade interviennent pour des violences au sein d'une famille, ils se déplacent sur les lieux, ils gèrent l'intervention et à l'issue, ils rédigent systématiquement un compte-rendu sur un logiciel. Dans ce compte-rendu, il y a un résumé de l'intervention et les coordonnées de la victime. Et chaque jour, à la MPF, il y a un personnel qui est en charge de consulter ce logiciel et de contacter les victimes par téléphone. Là, il y a 2 cas de figure qui apparaissent. Alors, si les victimes nous disent qu'elles ont déposé plainte, on sait que la justice est dans la boucle. On va les rappeler 1 mois plus tard environ pour savoir comment a évolué la situation. Et deuxième cas de figure, si la situation n'a pas évolué ou si la victime n'a pas déposé plainte, on va discuter avec elle et essayer de comprendre où se trouvent les blocages. Pas nécessairement pour qu'elle dépose plainte, mais au moins qu'elle se rende compte du schéma d'emprise, en fait, ou voir où se trouve la problématique. Qu'est-ce qui fait qu'elles restent avec leur conjoint violent voilà. On essaie de les faire déculpabiliser et si besoin aussi, on les rassure sur le devenir de leur plainte. On peut être amené à leur expliquer que ce n'est pas parce que leur plainte a été classée sans suite que la justice ne les croit pas ou qu'on minimise ce qu'elles ont vécu. On leur explique aussi qu'elles ne sont pas obligées de déposer plainte pour qu'il y ait une ouverture d'enquête. Parfois, les constatations des gendarmes suffisent ou une audition de la victime, même sans dépôt de plainte, peut mener à des poursuites. Alors, spontanément, on se dit, quand on va voir les gendarmes ou les policiers, on peut lire ça et là, moi je suis un journaliste non spécialisé, que l'accueil n'était pas forcément à la hauteur, mais vous avez constaté que les choses ont quand même évolué en 20 ans, notamment en termes de formation. Il y a une sensibilisation des agents à la réception de ces publics qui sont quand même très vulnérables en situation de crise.
Oui, sur la formation des gendarmes, en fait, depuis 2021, la gendarmerie a mis en place une formation qui est obligatoire sur la prise en compte des victimes de violences conjugales. C'est une formation de 8 heures. La MPF a été amenée à dispenser cette formation auprès de nos camarades jusqu'en 2024. Et maintenant, elle fait partie intégrante de la formation des élèves gendarmes en école. Et tous les gendarmes et policiers ont reçu cette formation. On y explique entre autres les psychotraumas, le cycle de la violence, le schéma de l'emprise. Ça permet aux enquêteurs de mieux comprendre les victimes et de lutter contre les stéréotypes. Et à mon sens, cette compréhension permet une véritable amélioration de l'accueil des victimes. Du côté du CIDFF, comment ça se déroule l'accompagnement des victimes? Là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on va balayer plusieurs points d'entrée qui montrent qu'il y a un maillage qui est quand même assez efficace. Et plein de solutions quand on est dans cette situation, je l'ai dit encore, d'un stress extrême. Donc comment ça se passe à votre échelle? Avec en plus cette historicité, cette expérience. Alors, généralement, donc, les femmes sont orientées vers le CIDFF parce que, on n'accueille pas que des femmes, mais puisqu'on est sur le sujet des violences, sont orientées soit par le 3919, que je suppose tout le monde connaît, donc elles ont appelé le 3919, parfois par le conseil départemental, par des collectivités locales, puisqu'on travaille avec des mairies sur lesquelles on a des points d'accueil, des intercommunalités, ça peut être un CCAS d'une commune, puisque là on s'adresse aux élus, un CCAS d'une commune, un agent d'accueil, bon voilà, donc nous oriente une personne en difficulté. Donc soit c'est un accueil téléphonie, une orientation, enfin on a 2 chargés d'accueil. Voilà. Donc soit qui recueille physiquement la personne, soit c'est par téléphone. Et donc ces personnes-là disposent, on va dire, d'un questionnaire qui a été mûrement réfléchi, qui leur permet d'avoir une première évaluation de la situation et de savoir vers qui elles orientent la personne. Alors, dans le cas où il s'agit de violence, généralement, ces personnes sont orientées vers une juriste. Donc nous avons plusieurs points d'accueil, je ne sais plus combien il y en a, 13 lieux de permanence sur la Haute-Garonne, donc juridiques. Nous avons 4 juristes. Et voilà. Donc qui aident à porter plainte, qui aident à constituer... Alors les juristes ont en gros deux rôles. Le premier, c'est de permettre à ces personnes qui souvent ont été, on en parlait tout à l'heure, ont été coupées du monde, ont été isolées par leurs conjoints. Alors on a quelques hommes aussi victimes de violences, mais c'est essentiellement des femmes, donc qui ont été coupées de tout, qui ignorent totalement leurs droits, qui parfois ne sont pas allophones. Donc on a aussi une activité de français langue étrangère, de FLE, pour les accompagner. Donc la première des choses, c'est de leur permettre de connaître leurs droits, d'accéder à leurs droits, voilà, de savoir en fonction de leurs problématiques et de leur parcours personnel vers qui elles peuvent être orientées. Voilà. Et ensuite, donc, il y a tout ce qui relève vraiment de la lutte contre les violences, alors qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, administratives, économiques, etc. Maintenant, il y a même les cyberviolences. Et donc là, on écoute, la juriste écoute, elle repère, donc elle informe la victime. Parfois, effectivement, l'idée, c'est de la mener vers le dépôt de plainte. On sait que ça reste très, très compliqué. Voilà. On peut aussi leur permettre d'accéder à des formations, de mieux comprendre le phénomène d'emprise auquel elles sont soumises. Et puis après, il y a tout l'accompagnement, parce que si on veut que ces femmes s'en sortent, on sait que ce qui est indispensable, c'est leur permettre d'accéder ou de réaccéder à une autonomie financière par un emploi. Donc on a aussi des conseillères en insertion professionnelle qui les réaccompagnent vers l'emploi. Ça cumule, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il santé, n'y a pas d'emploi, emploi, logement. Il y a l'aspect aussi, si on est en périurbain ou en ruralité, là aussi c'est encore plus délicat, on va y revenir. Vous avez mentionné tout à l'heure, j'aime bien de dire, bon, le 3919, tout le monde connaît. Non, pas forcément. C'est ça. Alors, on communique aussi beaucoup, on a beaucoup de plaquettes. Bon, enfin, j'en avais amené quelques-unes là, donc pour communiquer. D'ailleurs, on en laisse souvent aux élus dans les communes. On essaie de distribuer un maximum.
Donc dans les accueils de mairie avec lesquels on travaille, donc on peut trouver des plaquettes sur l'ordonnance de protection, sur voilà, la loi, sur les droits des femmes, bon, voilà, différentes choses. Pour revenir au 3919 avec vous, Émilie, ça c'est une avancée aussi importante. Est-ce que c'est suite au Grenelle de 2019? Non, le 3919 était bien antérieur, mais grâce effectivement au Grenelle, et là c'est une des mesures concrètes, c'est que le 3919 aujourd'hui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ce numéro permet soit aux victimes, à l'entourage et aussi aux professionnels. Ça veut dire que ça peut également être des élus qui peuvent appeler le 3919 lorsqu'ils se sentent relativement démunis pour pouvoir avoir une écoute d'expertes, pour pouvoir, en fonction de la situation, savoir comment orienter, comment accompagner au mieux. Et le 3919 est en lien avec du coup tout le territoire et à connaissance de l'ensemble des ressources disponibles et peut à ce titre-là aider à accompagner quand on est une victime à passer à l'étape suivante et quand on a un professionnel ou un élu par exemple à savoir comment mieux accompagner la victime dans les démarches et dans les temporalités qui sont propres à chaque personne et à chaque victime. Donc, effectivement, c'est vraiment un numéro à garder donc, dans les différents supports que l'on utilise, soit conjointement avec le conseil départemental au travers de l'observatoire. Systématiquement, le 3919 figure dans les différents supports que nous pouvons produire. Et après, ça se passe comment? Il y a un dispatching en fonction de ce que vous dit la personne victime, vous l'orientez vers tel ou tel... comment ça se passe? Le 3919, vous voulez dire? Oui, le 3919 a connaissance un répertoire des ressources dans chacun des territoires et départements et en fonction des besoins, si on est sur un sujet plus juridique, pourra à ce moment-là inviter la victime à s'adresser auprès du centre d'information sur les droits des femmes et des familles ou vers tel autre type d'association, encourager si besoin effectivement à passer par une étape transitoire avant un dépôt de plainte, donc faire le lien avec la maison de protection des familles, avec les services de la police également, et l'ensemble des acteurs du territoire, Maison des Solidarités. Donc il y a tout ce réseau-là dont a connaissance le 3919 qui est centralisé à Paris, mais qui a vocation à être au plus près des territoires pour accompagner chacune des personnes. Et il y a eu une grosse explosion, bien sûr, au moment du confinement. Et on a une montée en puissance continue d'appels vers le 3919. Anna Jarry, on a évoqué ce fameux Grenelle des violences. J'ai l'impression qu'il y a un avant et après, finalement. Il y a eu un changement notable, non? Je sais pas, tout le monde est assez d'accord avec ça ou... Oui, absolument. Ça, je pense que Émilie Provençal peut en parler, puisqu'elle a vu... elle a vu, par exemple, le nombre de nuitées, par exemple, de la mise à l'abri, qui est une compétence de l'État. Le nombre a explosé, on va dire, depuis le Grenelle des violences. C'était une demande des associations de femmes, des expertes au moment du Grenelle. Également, la formation, on l'a dit déjà, des forces de sécurité intérieure, à l'accueil et à la mise en sécurité des femmes victimes de violences. Il y a eu une accélération également au niveau des territoires, puisque un certain nombre d'observatoires territoriaux se sont créés. Ceci n'avait pas commencé avec le Grenelle, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, au niveau des élus locaux, également, la thématique s'est vue couverte et prise en main, a été portée de plus en plus, en effet, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse aux élus, vous l'avez dit et vous l'avez souligné, Madame Gavin, il y a plusieurs moyens de saisine, quelque part. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits aussi du côté de la gendarmerie avec les maires? Allô? Oui, vous êtes bien là. En fait, on vous reçoit. Effectivement, il y a une amélioration de la prise en compte des victimes, mais il reste quand même du travail à faire en prévention et notamment sur la détection des signaux faibles. Du coup, moi, j'invite les maires présents, les élus, à participer aux séances d'information destinées aux édiles que la MPF dispense. Il y en a eu une lundi dernier, il y en a une de prévue le 23 septembre à Merville, et il y en a une autre au mois d'octobre, le 10 octobre, à Saint-Gaudens. C'est bien, le message est passé.
Émilie, puis ensuite Marie Gavin. Oui, vraiment sur l'enjeu de la formation des professionnels et des élus et des agents territoriaux, elle est vraiment essentielle pour améliorer le repérage, la détection, l'accueil de la parole et ensuite l'orientation, puisque quand on est un maire, un élu, on n'a pas vocation à être expert, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est pouvoir identifier le qui fait quoi dans l'écosystème. Et vraiment en Haute-Garonne, là, c'est une illustration du réseau. On a un réseau qui est vraiment très riche, avec une compétence vraiment importante. Et voilà, c'est pouvoir identifier et savoir orienter au mieux. Oui, sur les formations, je voulais juste rajouter que le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles est un organisme de formation agréé Calliope et que justement on intervient sur deux publics, on va dire, donc sur les jeunes, donc collège, lycée, milieu étudiant, sur tous ces en prévention, puisque si on veut combattre les violences faites aux femmes, il faut aussi être sur de la prévention dès le plus jeune âge en fait, hein, sur l'égalité, la lutte contre les stéréotypes, l'égalité femmes-hommes. On aborde les sujets comme le consentement, la discrimination, etc. Donc il y a ce volet-là. Pour lequel on travaille dans le cadre du parcours laïque et citoyen, par exemple, avec le conseil départemental. On travaille aussi sur le dispositif Génération Égalité, voilà, avec la région, par exemple. Et le deuxième public, c'est un public adulte, donc de professionnels. Donc ça peut être, et c'est parfois des professionnels des communes, donc ça peut être des agents d'accueil de mairie, des agents de CCAS, ça peut être des animateurs d'ALAE, de centres de loisirs, qu'on sensibilise, qu'on forme justement à tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, mais aussi au repérage parfois de situations, signaux faibles, etc., pour essayer d'être en prévention et de capter parfois des situations intrafamiliales un petit peu compliquées. Voilà. Parlons des outils aussi. Anna Jarry, vous êtes venue avec expliquez-nous ce que vous avez emmené. Oui, l'Observatoire, un des axes forts de travail, porte sur l'outillage des professionnels. Nous ne recevons pas de victimes, mais nous venons en appui des professionnels grâce à la formation, comme nous l'avons déjà évoqué, mais également, effectivement, la diffusion de certains outils qui existaient déjà, comme le violentomètre. Donc, c'est un outil qui a été créé, en fait, qui arrive d'Amérique latine et qui a été diffusé en France pour la première fois par un observatoire territorial, celui de la Seine-Saint-Denis. Et donc, nous dupliquons tout simplement cette démarche et nous le diffusons auprès de nos professionnels. C'est un outil qui est... Là, il est écrit en anglais, ça veut dire sa destination aussi des non-allophones, voilà. C'est comme ça que vous disiez ? Voilà, nous l'avons en plusieurs langues. Donc, cet outil, il est téléchargeable sur le site de l'Observatoire, mais l'Observatoire, le conseil départemental et la préfecture peuvent également en envoyer en format papier aux élus locaux qui en auraient besoin. Et notamment, je pense aussi au CCAS, par exemple. Ce sont des outils qu'on diffuse largement. Cet outil, il est vraiment reconnu, très utile par l'ensemble des professionnels qui le manipulent, parce qu'il permet de repérer des violences et de faire parler des victimes. Quand on leur met dans les mains, elles lisent et elles réalisent deux choses. Elles réalisent qu'elles ne sont pas les seules, puisqu'en fait, il y a un outil qui est mondialement utilisé aujourd'hui, que les violences conjugales sont des violences mondialement subies et que donc il y a également mondialement, à l'échelle mondiale, des professionnels qui se positionnent en face des victimes pour les accompagner, elles et leurs enfants. Et il permet à une victime d'identifier également avec le professionnel en face d'elle où elle en est dans sa situation de violence et de voir, donc comme on peut le voir sur le violentomètre, soit on commence à prévenir et à faire en sorte que les choses évoluent, soit carrément on a besoin de se mettre à l'abri et le professionnel qu'on a en face de soi, les différents, je pense aussi aux associations expertes, c'est notre grande plus-value sur le territoire, tous les départements n'ont pas les associations que nous avons en Haute-Garonne, permet d'agir en fonction de là où on en est dans le violentomètre. Nous avons créé également deux autres outils qu'on nous demande là, on vient de nous redemander. C'est le cycle de violence dont a parlé la gendarmerie et la roue du pouvoir. En fait, on ne les a pas créés.
on les a Peut-être adaptés. montrez-les devant vous, qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ils sont téléchargeables sur le site de l'Observatoire et également là tout de suite sur le stand. Donc, c'est un outil qui arrive des États-Unis, l'un du Canada, l'autre des États-Unis, qui sont extrêmement connus. Nos collègues nous disaient qu'en fait, avant qu'on l'imprime, elle le dessinait sur la table. Donc, c'est vraiment également, ce sont des outils qui sont connus aussi de nos professionnels. Mais nous l'avons fabriqué avec l'ensemble des partenaires qui composent l'Observatoire. Et nous avons d'autres outils, dont une carte victime. Je me permets d'en parler également parce qu'elle donne les numéros de téléphone utiles aux femmes sur le département. Et il y a 4 zones. Il y a notamment les fameuses 4 zones où sont positionnées les associations dont je parlais tout à l'heure, qui sont des associations qui viennent en complémentarité du 3919, qui sont immédiatement selon où habite la victime, en tout cas qui sont beaucoup plus près que quand on habite à Saint-Gaudens, venir à Toulouse. Il y a des associations de mise à l'abri, d'accueil et d'accompagnement à Saint-Gaudens, dans le Lauragais dans le Muretin. Et cette petite carte qui est également téléchargeable en ligne permet aux victimes d'avoir immédiatement un numéro de téléphone contacté dans un périmètre relativement local. Émilie, vous souhaitiez réagir ? Les outils qu'Anna Jarry vient de présenter sont de fait à la disposition ici des élus présents et peuvent être transmis par voie de courrier. Je souhaitais également évoquer un guide pratique que le ministère en charge de l'égalité a récemment élaboré et transmis par courrier signé dès le mois de mars, qui est un guide qui a été pensé spécifiquement au départ pour les élus locaux, mais qui s'adresse aussi à toute structure et tout professionnel qui peut être en contact avec une victime. Et c'est un guide vraiment qui se veut très pratique, parce qu'il rappelle, comme on l'a évoqué là, lors de cette table ronde, les différentes formes de violence, les différentes ressources disponibles, qui rappelle le cadre réglementaire en termes d'infraction, ce que l'auteur peut avoir comme poursuite. Il y a vraiment une richesse et donc des outils qui sont vraiment utilisables, même si on n'a pas encore eu la possibilité d'être sensibilisé. Donc vraiment, vous avez chacune des maires reçu ce document et il est également téléchargeable. Donc vraiment, utilisez-le et faites-le connaître aussi au sein de votre collectivité. Catherine Gavin. Oui, ce que je voulais dire à destination des maires, alors peut-être davantage des maires ruraux, des maires de petites communes, parce qu'ils sont souvent encore plus démunis. Parfois, ils n'ont même pas de centre d'action sociale. C'est que donc on organise aussi au niveau du CIDFF des sensibilisations, des formations des élus, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on reçoit quelqu'un, une habitante à l'accueil de la mairie, de capter à quel point justement les signaux sont préoccupants ou pas. Voilà, donc savoir repérer tout ce qui est repérage des violences sexuelles, sexistes, et savoir vers où orienter, savoir ce qu'on peut activer comme dispositif, etc. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Je voulais qu'on revienne sur les aspects ruraux et périurbains. Visiblement, c'est aussi un point important puisqu'il y a un isolement supplémentaire. Vous me parliez, quand on a préparé cet échange, Mme Gavin, de bons taxis. Dites-nous en 2 mots, et puis je ferai réagir aussi l'adjudant Vignon. Oui, alors les bons taxis, on travaille avec Émilie Provençal là-dessus, on travaille aussi avec la gendarmerie. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les actions qu'on mène, nous, sont gratuites. Voilà, c'est le principe de base. Et donc, les taxis, c'est un dispositif, le dispositif Bon Taxi, qui permet à des femmes d'accéder gratuitement à un transport. Ça peut être, j'ai en tête une dame de Nailloux récemment qui est allée pour des soins médicaux sur Toulouse. Voilà, donc là, la gendarmerie peut activer les bons taxis. Je ne sais pas si vous voulez peut-être compléter. Alors, Émilie, vous souhaitiez intervenir. Je voulais juste compléter sur le dispositif Bon Taxi. C'est vraiment une action
la première action qui a été co-construite dans le cadre de l'Observatoire, et la gestion a été confiée au CIDF. Donc voilà, je voulais rappeler. Non, mais c'est intéressant de le souligner parce qu'on voit que tous les acteurs sont à l'œuvre. C'était une volonté, voilà, ça tisse, il y a des effectivement. choses qui sont tissées, il y a un réseau, il y a des canaux, il y a des points d'entrée. On voit des prescripteurs qui voilà. peuvent effectivement déclencher. Et dans les prescripteurs, nous avons la maison de protection des familles. La gendarmerie, oui. Nous ne délivrons pas de bons de taxi, mais les brigades locales, oui, ils sont nécessaires, ces bons de taxi, parce que ça permet justement aux victimes de se déplacer dans un lieu sûr ou dans des hôtels partenaires. Et ça facilite également leur déplacement vers les unités médico-judiciaires qui font partie du parcours du dépôt de plainte. Et c'est pas forcément évident pour ces victimes-là de se rendre au centre de Toulouse par leurs propres moyens. Anna Jarry. Oui, en fait, au conseil départemental, nous animons un réseau de référentes violences intrafamiliales, c'est-à-dire des assistantes sociales, des médecins PMI, des collègues qui travaillent à l'ASE. Et ce sont ces collègues qui nous ont fait part des difficultés quand on est en zone rurale pour de nombreuses victimes dans leur mobilité. Ce qui est corroboré avec la stat nationale, qui est que la moitié des féminicides a lieu en zone rurale, alors que la population qui vit en zone rurale, c'est entre 20 et 30%. Selon où on place le curseur d'une zone rurale. Donc il y a une réelle problématique pour les femmes en milieu rural de mise en protection, pas que au regard de leur mobilité, mais c'est quand même un point phare. Et donc c'est un des besoins que nous avons identifiés, puisque un des axes de l'Observatoire, c'est d'observer et donc de commencer par faire un diagnostic des forces et des faiblesses de ce territoire. Donc tout à l'heure, je disais qu'une des forces, ce sont ces associations. Et donc aujourd'hui, en plus, le maillage que nous avons réussi à mettre en synergie. Mais une de ces faiblesses, entre autres, c'est une caractéristique du département, c'est sa fameuse zone rurale et le manque de mobilité pour certaines femmes. Donc c'est vrai que le dispositif de Bon Taxi a été vraiment le premier dispositif qui nous a été demandé par les professionnels experts sur le terrain. Voilà. Donc il y a deux axes qui se sont dégagés, si je comprends bien, la mobilité, parce que c'est important dû à la spécificité du département, et l'insertion professionnelle que vous nommiez tout à l'heure, parce que certaines femmes sont dépendantes financièrement, sont dépendantes au niveau des déplacements, donc là c'est la double peine. Donc c'est pour ça que vous menez des actions d'insertion. Vous évoquiez rapidement. Oui, on a tout un pan avec différents dispositifs qui permet donc justement à ces femmes d'accéder à de la formation, de retrouver un emploi, d'être remises sur le chemin du travail et de l'autonomie financière. Et en même temps, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a aussi un accompagnement psychologique. Parce que, à la fois pour sortir de l'emprise, mais à la fois pour reprendre confiance en soi. Emprise, donc c'est l'aspect psychologique. Et vous dites, oui, aussi reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi, parce que certaines femmes qui ont été longtemps ou qui n'ont jamais travaillé, il y en a, ou qui ont été éloignées de l'emploi longtemps, ont perdu toute confiance en elles. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Il peut y avoir aussi le fait qu'elles sont rabaissées en permanence. Bien sûr. Donc elles peuvent réapprendre à se... rabaisser, couper du monde, couper de tout, elles ont elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes. Donc il y a tout ce travail à faire grâce à l'appui de notre psychologue pour leur redonner confiance en elles et les convaincre qu'elles sont capables et de faire toutes seules et avec leurs enfants aussi, parce qu'on reçoit aussi pas mal d'enfants victimes, co-victimes. Voilà. Émilie Provençal. Oui, sur l'enjeu de la ruralité, porté à la connaissance des élus, que l'Association des maires ruraux de France au niveau national, grâce à un soutien de l'État, a mis en place un réseau qui s'appelle R, le réseau des élus ruraux en charge de l'égalité. C'est la malédiction des acronymes, vous êtes en train de chercher. Et donc vraiment, j'invite les maires et les élus de ces territoires ruraux à se rapprocher de la MRF 31 pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, parce qu'il y a une vraie mobilisation avec une attention particulière sur la spécificité lorsque l'on est
ou une maire, un élu en charge d'eux, une secrétaire ou un secrétaire de mairie, un agent de collectivité. Donc il y a de nombreux outils qui ont été pensés spécifiquement. Et donc il y a ce réseau-là qui existe en complément de tous ceux que l'on vient de citer. Donc vraiment j'invite à se rapprocher de l'Association des maires ruraux de France de la Haute-Garonne. Et votre discours a fait un déclic dans la tête de Catherine, qui vient de se souvenir. Parce que je vois dans l'assistance en face de moi Brigitte Ségard, qui est la présidente donc, de l'AMF, Association des maires de France 31, Haute-Garonne. Brigitte qui, depuis 2 ans, est assidue à l'Assemblée générale du CIDFF Haute-Garonne et avec laquelle nous avons justement à plusieurs reprises discuté en se disant que ça serait bien d'avoir des collaborations plus étroites. Voilà. Donc aussi au niveau, il y a l'AMR, voilà, l'Association des maires ruraux, mais l'Association des maires de France aussi, tout court, avec qui je pense on a pas mal de projets en perspective. D'accord. Brigitte, Catherine, Anna, Émilie, Sandrine, où sont les hommes dans cette lutte ? Bien, écoutez, ils sont par exemple à la décision politique, aux côtés de femmes politiques. Nous avons de très nombreux élus locaux, hommes, qui portent très fort la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sont des partenaires, les hommes, comme tous les mouvements, j'allais dire, et revendications pour les droits sociaux, toujours. C'est quoi l'étape suivante? Parce que j'imagine que, enfin, là on voit quand même, moi je suis assez impressionné par ce maillage, vraiment cette mise en place de bonne volonté, d'expertise, d'accueil à tout niveau. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qu'on peut faire mieux et l'idéal c'est quoi? Là vraiment, on fait un tour de table, vous pouvez libérer vos envies les plus... Voilà, il y a 1 milliard comme en Espagne, un vrai milliard. Ne regardez pas comme ça, Émilie. Vous avez le micro, gardez-le, Anna. Alors, au conseil départemental, un des diagnostics qui a été également fait par les collègues qui sont du terrain, c'est la difficulté quand une femme a des enfants, en particulier en bas âge. On sait que c'est un frein à la séparation. On ne souhaite pas séparer les enfants des pères. On a peur de chambouler tout l'environnement des enfants si on doit déménager. Donc, ça, c'est quelque chose, on a fait faire une étude par une sociologue sur la place des enfants et quel serait le dispositif qui aiderait les femmes dans leurs premières étapes, en fait. Et nous sommes en train de mettre en place ce qu'on a appelé un mode de garde mobile, c'est-à-dire que quand on veut faire garder ses enfants, normalement, soit on va en crèche, soit éventuellement, on a il y a des associations qui le font ou des assistantes maternelles qui viennent au domicile de la personne, ou du foyer. Sauf que là, au domicile, il y a de la violence. Donc, on ne peut pas garder les enfants. Et quand madame a besoin d'aller porter plainte ou d'aller à un rendez-vous médical, l'idée là, c'est qu'une spécialiste de la petite enfance vienne garder les enfants dans la maison des solidarités ou dans la salle d'attente de la gendarmerie ou dans la salle d'attente de l'hôpital, de façon à ce que madame puisse aller à son rendez-vous tranquillement, faire ce qu'elle a à faire, épargner les enfants de certains récits, tout en permettant à l'enfant éventuellement de déposer également une parole auprès du professionnel expert qui va être en garde avec lui. Donc ça, c'est un dispositif parce qu'il est probable qu'il ait pu quand même assister à des scènes absolument de violence. Donc. Et il est considéré comme victime également par la justice. Donc l'association l'opérateur sera également en capacité, à un moment donné aussi, de rapporter certaines choses. Donc ça, c'est un dispositif qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Voilà. Et un autre dispositif également, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu des grandes pistes qui aident les femmes absolument ou qui sont problématiques aujourd'hui et qui doivent gagner à être améliorées, c'est la problématique d'accès au logement. Et donc là également, le conseil départemental, d'une part, participe à l'élaboration de chartes qui mettent tout le monde autour de la table avec les bailleurs pour alléger les documents justificatifs qui permettent d'accéder à un nouvel appartement pour les femmes, mais également un réseau d'appartements en ruralité. Et donc là, on vise, ça a d'abord été une demande d'ailleurs des maires du foncier communal ou intercommunal qui est vacant. On pense par exemple aux appartements des anciens postiers ou appartements des anciennes églises
écoles, des instituteurs, directeurs d'école, qui sont aujourd'hui vacants, qui font partie donc du patrimoine des mairies. Et ces élus locaux nous ont demandé de les accompagner dans la rénovation, la réhabilitation et la mise à disposition précisément de femmes victimes de violences. Donc le conseil départemental est en train de réfléchir et à constituer un réseau de ce type de logement. Et donc, nous pouvons les inviter à un atelier qui aura lieu le 6 octobre, dans l'après-midi, à l'hôtel du département. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec nous à ce sujet. Le rendez-vous est pris. Émilie. Beaucoup parlé du sujet des femmes victimes et des enfants. On n'a pas encore pris le temps d'évoquer, quand on vous posait la question, comment appréhender. Et aujourd'hui, c'est aussi la prise en charge des auteurs, des agresseurs. Et une des mesures justement du Grenelle a été la création de centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales. On a donc une structure sur notre territoire qui couvre l'Occitanie Ouest. Donc c'est l'UCRM qui porte et qui est financée à ce titre-là par l'État, de mesures d'accompagnement spécifiques à destination des agresseurs, donc des hommes auteurs de violences, soit en démarche volontaire, soit dans le cadre d'un parcours. Et donc, on est dans le cadre du post-sententiel. Donc, effectivement, il y a l'enjeu, on a vu, il y a finalement de nombreux enjeux là, sur notre thématique. Et il y a également celui de la prise en charge de ces hommes, d'éviter la récidive. Donc, on a un travail et des moyens ont été alloués de manière beaucoup plus conséquente. Justement, Catherine, la CIDFF fait partie des associations qui traitent cette problématique des auteurs, qui peut être aussi un peu controversée. Enfin... Oui, effectivement. Donc le CIDFF intervient là, depuis 2 ans, je crois, sur SAIS et sur Muret, sur des stages de responsabilisation à destination des auteurs de violences. Alors, c'est vrai que ça a créé beaucoup d'émoi dans notre équipe, beaucoup de discussions. Certains CIDFF ont refusé de rentrer là-dedans, puisqu'on est avant tout là pour accompagner les femmes. Moi, je pense que si on ne fait rien au niveau des hommes, on n'y arrivera jamais. Voilà. Par contre, bon, c'est vrai que ça a créé beaucoup d'émoi. C'est vrai que nos salariés nous disaient oui, non, mais moi, je ne me vois pas aller former, amener à la réflexion un homme dont j'ai peut-être accueilli la femme dans un accompagnement. Donc c'est vrai que bon. On était un peu en porte-à-faux, mais je pense que c'est effectivement essentiel. En tout cas, ce sont des pistes. Sandrine. Je ne me souviens pas si on a parlé des intervenants sociaux de la gendarmerie. Non. Donc en fait, il y en a en gendarmerie, mais aussi en police. Ce sont des salariés de l'association France Victimes qui est financée, je crois, par la préfecture, le conseil départemental. En fait, ils sont en relation directe avec le parquet. Ils apportent un accompagnement humain, social et juridique à l'action des gendarmes. Et, ils peuvent orienter également les victimes vers les services adaptés. Et en fait, ils font le lien entre les victimes et le travailleur social, parce que nous, on conseille aux victimes de faire certaines démarches, mais ça peut être compliqué pour elles. Donc, les intervenants sociaux font ce lien. Vous avez demandé tout à l'heure si on avait un budget. Voilà, moi, je mettrais plus d'intervenants sociaux en gendarmerie. Allez, on va faire un dernier tour de table avec un mot que j'ai entendu qui est intéressant aussi, qui est prévention. Comment est-ce qu'on travaille en amont ? Vous l'avez dit dans votre expérience professionnelle, en 20 ans, ça a beaucoup changé. Et je pense que l'introduction de cette comme au tronc commun de la formation des gendarmes joue énormément. Si on prend le problème à la racine et qu'on sensibilise voilà, il faudrait... Quel bon moment pour sensibiliser ? Quel âge ? Collège ? Voilà, là je lance la discussion, la dernière discussion. Comment on fait pour la prévention ? Anna ? Oui, le conseil départemental porte un conseil départemental des jeunesses. Et les jeunes ont créé une campagne d'affichage que je vous invite à aller voir sur le site du conseil départemental, où ils ont mis en image différents types de violences, les violences conjugales, mais violences psychologiques, physiques, administratives, économiques, etc. Et cette campagne a vocation à être diffusée auprès de l'ensemble des établissements jeunesse du conseil, du département. Donc là, c'est une action de prévention qui, en plus, est
on va dire, co-construite, co-portée par les principales cibles, c'est-à-dire les jeunes. Donc l'âge, je ne sais pas à quel âge on peut commencer à éduquer à l'égalité, mais en tout cas, voilà ce qu'a fait une première brique, une des briques du conseil départemental. Émilie, sur les aspects prévention? Eh bien, moi, je dirais dès le plus jeune âge. Donc, on a même des actions de sensibilisation dès l'école préélémentaire. Et la On feuille... voit que les archétypes de genre s'ancrent très tôt. Oui, et les enfants, comment les petits garçons ou les petites filles se projettent, le rôle qui serait dévolu aux hommes ou aux femmes. Et effectivement, il faut le questionner dès le plus jeune âge pour permettre une ouverture des champs des possibles. Et la feuille de route de l'État, qui est le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a 4 axes. Le premier, c'était l'objet de notre table ronde, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Le second, c'est la santé. On en a aussi un peu parlé sous le prisme des violences avec les prises en charge psychologiques. Le troisième, c'est l'égalité professionnelle, l'égalité économique, qu'on a aussi évoqué, mais du coup de manière plus large en termes d'égalité. Et le dernier, effectivement, c'est le point que l'on évoque, c'est la culture de l'égalité, la lutte contre les stéréotypes. Et effectivement, il faut qu'on travaille le plus en amont possible et que ça touche toutes tous les champs de la société, que ce soit l'école, que ce soit le champ professionnel, que ce soit le champ des loisirs, du sport. Ce sujet doit effectivement être présent en continu pour éviter d'arriver jusqu'à l'extrême, à savoir des féminicides. Sandrine, vous avez quand même 2 collègues hommes sur 6. Effectivement, mais ça pose aucun problème, même des fois ça aide. Hein. Non, là, je vous taquine. Ouais. Dans le domaine de la prévention, en fait, nous, on intervient auprès des scolaires, du monde du handicap et de la protection judiciaire de la jeunesse. Et au niveau des scolaires, nous, on commence à partir de 5 ans. Et alors, quand ils sont tout petits comme ça, on parle du rapport à l'autre, en fait, des émotions, mais c'est vraiment très axé sur le rapport à l'autre et puis le bien vivre ensemble, en fait. Voilà. Et on terminera avec Catherine sur l'aspect prévention. Elles ont à peu près tout dit. L'âge qui n'a pas été évoqué, c'est le tout petit âge. Et je pense effectivement, on mène des actions au niveau des personnels de crèche particulièrement intéressantes et qui prennent de la distance par rapport à leurs pratiques et se rendent compte que dès le plus jeune âge, elles véhiculent des stéréotypes. Ouais, pas de vecteur de biais, de stéréotypes. Eh ben, oui. Oui. Comment dirais-je, à leur corps défendant. Hein, oui. Oui. Il y a des expériences intéressantes qui ont été menées, je pense à une crèche où dès que les enfants sortaient de la sieste et allaient dans la cour, les garçons s'appropriaient tous les engins roulants et où les petites filles restaient dans un coin. Malheureusement, ça existe encore à l'école primaire et plus tard ça. Et donc, on a amené le personnel à prendre du recul et à faire une expérience. Donc les petits garçons ont été un peu cantonnés sur des jeux à l'intérieur et on a laissé la cour accessible aux filles. Premier jour, les filles elles sont restées là, hébétées, elles n'ont rien fait. Deuxième jour, elles ont, voilà, petit à petit, elles ont osé. Jusqu'au moment où il y en a une qui a pris une trottinette et puis l'autre. Et puis la semaine après, on a réouvert la cour à tout le monde. Eh bien, elles ne se sont pas laissées faire. Et c'est les garçons qui ont été surpris. Et en fait, il y a tout un tas de pratiques, et elles se sont rendues compte que d'elles-mêmes, c'est les garçons qu'on accompagnait vers ces jeux-là, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc je pense que dès la crèche, il est important de... Mais celui-là a été particulièrement parlant. Merci beaucoup, mesdames. Cette session s'achève. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Et je vous dirai à vous, chers élus, n'hésitez pas à les solliciter si vous souhaitez avoir des conseils ou des renseignements plus précis sur place. Merci.